situation de l'intellectuel musulman qui est vraiment aux confins de ces deux civilisations, notamment l'intellectuel musulman, par exemple, qui vit ici en Occident, et que vous l'avez comparé avec la situation de Bernardo, le héros d'un roman de l'écrivain espagnol Ildefonso Falcones, Mano de Fatima, qui est traduit les révoltés de Cordoue, c'est ça? Oui. Donc, vous l'avez comparé à cette situation de ce musulman qui est né à travers un viol d'une musulmane par un prêtre. Et alors, qu'en est-il de cette position un peu complexe et déconcertante? D'abord, pour ceux qui cherchent un roman à lire, pour l'instant, je vous recommanderais de lire La main de Fatima. La main de Fatima est un roman extraordinaire qui est écrit. Il est traduit en français? Il est traduit en français, oui. Les révoltes. Les révoltes de Cordoue. Pardon, parce qu'en anglais c'était The Hand of Fatima. Mais c'est les révoltes de Cordoue. Un roman extraordinaire qui décrit au Moyen-Âge les musulmans avant leur expulsion de l'Espagne et comment, à mon sens, il y a un parallélisme, il y a quelque chose, il y a une comparaison à faire. Nous, on est en Occident, on est né d'un rapport de conflit entre deux civilisations et on est soucieux de protéger les deux civilisations. Notre devoir moral consiste à protéger les deux civilisations, les deux cultures. Il ne s'agit pas de défendre une culture aux dépens de l'autre. Non, le devoir moral consiste vraiment à vivre la complémentarité. C'est pas facile, c'est pas facile. Le poète Rudyard Kipling, anglais, qui disait « The East is East and the West is West and the twain shall never meet ». L'Occident, c'est l'Occident, et l'Est, c'est l'Est, et les deux ne se rencontreront jamais. Mais, en avançant dans la lecture, on va trouver autre chose. Il dit, sauf deux personnes qui vont vraiment monter plus haut, qui vont se rencontrer au sommet de la montagne. C'est-à-dire, ça implique beaucoup d'énergie intellectuelle, beaucoup de travail sur soi, pour arriver à travailler, œuvrer pour vraiment qu'il y ait une symbiose. Parce qu'on le veuille ou non, à la réflexion, on ne sait pas dire où s'arrête, où commence le moi originel et où se termine, et où commence le moi européen, le moi musulman. Non, on est dans un amalgame et on double appartenance, triple appartenance, croyance et tout. Donc c'est un spectacle qui est extraordinaire, mais à condition qu'on le vit en termes de complémentarité et non pas seulement en termes de cloison et de division. Donc... Oui, alors, je voulais, avant de donner la parole au public, je voulais poser une autre question, cette fois-ci par rapport à l'apport, bien sûr, de ces intellectuels, mais des musulmans généralement. J'ai aimé ici l'exemple que vous avez donné de ce monsieur que vous avez rencontré en avion, je crois, qui vous a dit, moi je fais ma prière, mais je respecte le service. Donc, alors, c'est une situation qui est très simple, mais qui résume beaucoup de ce que les musulmans doivent agir, comment ils doivent agir dans cette situation. Ça, c'est une des rencontres que je note dans le livre. C'est vrai, j'étais désarçonné. J'ai rencontré un vieux Marocain. On a pris l'avion de Nador à Francfort. Et dans l'avion, on a fait escale à Malaga, je crois. Et moi, j'étais encore étudiant, vous savez, enclin à philosopher, à lui donner des leçons de je ne sais pas quoi. Il m'a regardé, il m'a dit, شوف أولدي. قال لنا نصلي صلاتي ونتبع سيرفيس الآخرين. Service. Donc, traduit. Oui, c'est-à-dire que personne ne m'empêche de faire ma prière, mais je ne vois pas, c'est-à-dire enfreindre le service, on ne peut pas le traduire en service, mais service c'est la coutume,
les usages, tout ce que vous voulez. C'est un terme, un fourre-tout, on peut tout y mettre, le service. Donc moi je me suis dit, c'était une sagesse. C'était une sagesse. Quand on est dans une société où nous pouvons faire notre prière, vivre notre religion, alors il faudrait suivre le service de la société. Il ne faut pas chercher à détruire le service de la société. Le service, je ne vais pas le traduire. Pour moi, c'était une leçon de sagesse, une rencontre qui m'a inspiré beaucoup de choses. Parfois, on a beau étudier des centaines de livres, mais il y a une parole simple comme disait le Bouhtouri, والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالخطب بالهدر طويلة خطبه. Parfois, on a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de paroles, mais une parole succincte qui pourrait tout résumer. Donc parfois, on doit comprendre c'est quoi ce service des gens. Et il s'agit de le respecter. Parce que ça ne suffit pas qu'on soit des musulmans pour vraiment envahir un espace où toutes les choses fonctionnent à merveille, et nous, on veut tout chambouler pour vraiment vivre son islam. Je trouve que ce n'est pas de la sagesse. Service moujoud, tout fonctionne, il y a le feu vert, le feu jaune, le feu rouge, il y a un certain ordre, et l'islam ne consiste pas à détruire cet ordre. Non, il faut suivre le service. Il faut Donc c'était ça, la leçon de sagesse. Mais c'est vrai que parfois on est installé douillettement, on cherche la facilité, et il y a une certaine paresse intellectuelle qui s'installe, et on fait le identity politics, la politique, l'identité, la politique des identités, parce qu'on a peur d'évoluer dans l'ouverture. On se sent perdu. Et ça nous empêche, surtout les jeunes dynamiques, les jeunes qui doivent vraiment apprendre à connaître. Parfois, on a organisé des rencontres avec les jeunes qui n'ont aucune envie d'apprendre ce que c'est la culture. Ils vivent ici, mais qui n'ont jamais lu Shakespeare, qui n'ont jamais lu les grandes œuvres, les œuvres fondatrices de la culture européenne, qui n'ont jamais écouté une musique européenne, qui n'ont jamais regardé un film européen. C'est quoi cette misère? Je veux dire, on n'est pas dans une logique d'interaction avec le milieu qui nous entoure, l'environnement. Ça, c'est une misère intellectuelle. Il n'y a pas cette aptitude, cette prédisposition à apprendre de l'autre. Et ma foi, les musulmans, les premiers musulmans, ils étaient le contraire de ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ont bien interagi avec le legs de leur temps, et ils en ont fait une culture foisonnante, une culture extraordinaire. La culture musulmane, c'est une culture extraordinaire. Elle était une culture ouverte, où il y avait deux dynamiques. La dynamique de l'isti'arab et la dynamique de l'isti'jam, comme dit Ibn Khaldoun. L'isti'arab ou l'isti'jam, c'est-à-dire deux dynamiques qui communiquent. Maintenant, non, c'est-à-dire qu'on se contente de ce que nous avons. Et ma foi, c'est une sorte de misère intellectuelle qu'il faudrait combattre, aider les jeunes à vraiment s'ouvrir pour profiter pleinement de leur présence dans une civilisation qui nous offre beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités d'apprendre, beaucoup d'opportunités d'interagir, beaucoup d'opportunités que nous ne trouvons même pas parfois dans le monde arabo-musulman. Alors, maintenant, la modernité, et la postmodernité même, soit en la considérant comme un prolongement ou bien une nouvelle phase, ils accélèrent le processus de ce qu'on appelle la sécularisation. Et ce processus, vraiment, c'est un broyement de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est tradition. Alors, du coup, si je reviens à l'exemple de ce monsieur, c'est lui, il est en train de prendre la main, prendre la main sur même le ton de la prière de ce monsieur-là. Tout à fait. Alors là, nous sommes dans une logique, je ne sais pas si je la qualifierais de logique suicidaire, ou bien on est dans une société de ce que Hartmut Rosa appelle Beschleunigung, accélération. Les choses sont tellement accélérées que parfois on perd l'emprise sur le réel.
On ne sait plus qualifier ce qui se passe autour de nous. Et surtout avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs le Parlement européen, ils sont en train de discuter maintenant l'impact de l'intelligence artificielle sur les élections de mai prochain. Mai prochain, il y aura les élections, 29 mai, il y aura les élections européennes. Et alors on a peur que vraiment l'intelligence artificielle n'empiète sur ces élections pour miner la démocratie. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, on ne sait pas si cette culture numérique et digitale est en train de renforcer la démocratie, la liberté d'expression, tout ce que vous voulez, ou bien elle devient un moyen de dictature, la pire dictature qui existe. Maintenant, on voit que le monde, il y a un clivage entre deux grands Internet. Il y a l'Internet du GAFA, Google, Facebook, Amazon et Apple, et le Facebook, et l'Internet GAFA et l'Internet chinois, BATX. Et ce sont deux nouvelles dictatures qui se sont en train de s'installer dans le monde. L'Europe est en train de perdre sa place comme force régulatrice dans le monde. Donc, il y a, moi je suis en train d'écrire un article maintenant en arabe sur les Tanafur Demokratiyat. Avant, la démocratie avait une âme, Ruh Demokratiya, qui a permis à cette démocratie, avec des souverainetés différentes, une multitude de souverainetés, parce que la démocratie c'est la souveraineté du peuple. Donc vous avez la souveraineté du peuple allemand, la souveraineté du peuple français, la souveraineté du peuple italien, et ainsi de suite. Et toutes ces souverainetés se sont mises d'accord pour trouver une cohésion et pour défendre les valeurs de la démocratie à l'intérieur et de la promouvoir, faire de la promotion de la démocratie à l'extérieur. Ce qui permettait ceci, c'était l'âme de la démocratie. La démocratie avait une âme. Maintenant, on sent que l'âme de la démocratie est en train de s'effriter. Vous avez Trump, qui va affaiblir, par exemple, Merkel, en critiquant sa politique de la migration. Vous avez les Italiens et les Français qui se sont engagés dans un conflit de mots qui nous rappelle des scènes d'avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise. Freud a écrit en 1930 malaise ça a été traduit comme malaise dans la civilisation. Et nous sommes en train de revivre ce malaise, mais d'une manière un peu plus aiguë. Donc il y a un malaise qui est, ma foi, qui est malaise réel. Ok, donc voilà.